J'ai rêvé du chemin de fer, de ces grosses locomotives à vapeur, du bruit strident des roues sur les rails, du sifflet du train qui entre en gare et du chef de gare qui criait « All aboard !» Prochain arrêt, Montréal, Ottawa, La Chute. Ce matin, je marche sur les rails accompagné de mon petit frère et je lui raconte le futur. Demain, quand nous serons grands, il y aura des automobiles partout, des avions dans le ciel qui vont passer au-dessus de nos têtes. Le monde changera. Il rigole et me dit « Ben voyons, ça se peut pas, le train sera là pour toujours. » The engine on the tracks, the rail cars are rolling right here at La Chute. As rings the sound over rivers and plains. Hold fast your horses, keep stiff the rein. As the train approach on rumbling wheels, prettiest place you've ever seen. The QMO is coming, the QMO is coming. Le train. Juste à prononcer son nom, il fait rêver. Il évoque un passé, une époque qui semble si lointaine de nous, mais si proche en même temps. Le chemin de fer arrive à La Chute en 1876, après de nombreuses tractations. Où passera-t-il? Saint-André ou bien La Chute? La compagnie tranche, La Chute remporte la loterie du cheval de fer. La gare de La Chute, bien, on est chanceux d'avoir réussi à conserver ça. La gare, c'était un vrai fantôme. Il n'y avait rien qui se passait ici, rien. C'était même démoralisant de voir ça. Et dans les années 70-80, on assiste à un démantèlement massif du réseau ferroviaire partout au Canada, donc au Québec, où il était d'une densité très, très, très forte. Et à partir de ce moment-là, les gares perdent leur utilité. Nous, on était tout jeunes, on a vécu ça intensément, puis jusqu'à la fin. C'est sûr qu'il y a eu des changements, mais la base est là. C'est beau. C'était un rituel journalier, ça, de passer ici. Voir mon père, ça faisait partie de ma vie, c'est sûr. Ils ont fait une belle job. Franchement, là, ça va donner une chance aux jeunes de voir comment c'était quand on était jeunes, nous autres. Nous autres, aujourd'hui, ils ne savent pas c'est quoi... Comment c'était important le chemin de fer à cette époque-là, pour le transport, tout se faisait. Le chemin de fer, c'était le cœur de l'économie. Bien, c'était un petit peu social dans un train. Les gens se jasaient entre eux, on se reconnaissait, parce que c'était souvent les mêmes utilisateurs. Alors, pour ces jeunes-là, bien, il faudrait qu'ils sachent que c'était pas l'époque des dinosaures non plus, c'était une époque qui était quand même moderne. Le train, c'est encore connu, puis c'était un bon moyen de transport. Ils vont avoir l'obligation de maintenir ces bâtiments-là parce que dans l'état où ils étaient et les beaux bâtiments qu'on en a fait, alors c'est des bâtiments qui vont survivre à la ville de La Chute pendant plusieurs années. The train was the train, eh? It passed every day. We didn't think too much about it. It's just like the old days. Dès 1876, on assiste dans la future ville incorporée de La Chute aux prémices de la révolution industrielle. D'ailleurs, certains industriels ont choisi de s'installer aux abords de la rivière du Nord, à La Chute, en raison de deux facteurs déterminants. Le potentiel hydraulique de la rivière et surtout la venue du chemin de fer. L'établissement de la filature Hamelin-Ayres et de la papetière J.C. Wilson assurera une ère de prospérité à la fois incroyable et inégalée
qui marquera à jamais l'histoire de cette communauté. D'abord, la ligne du Canadien Pacifique qui passe par la chute est davantage connue sous le nom de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental Railway, du nom plus simplifié de QMO-EO. C'est une ligne qui, à l'origine, part de Montréal et va vers Ottawa, en passant du côté de Hull et Elmer. Mais il faut savoir que c'est un ensemble qui se greffe à un projet beaucoup plus gros, soit une ligne transcontinentale qui relie Québec, Montréal et Ottawa. Mais l'idée des gens de Québec était même de passer tout droit en évitant même Montréal et en se rendant du côté d'Ottawa pour avoir une percée le plus rapide possible vers l'Ouest canadien. Ce nouveau moyen de locomotion, plus rapide que les bateaux et les chevaux, moins ardu que la route et les sentiers, pour la plupart du temps fermé en hiver, et surtout plus fort que tout ce qu'on oserait imaginer, capable de transporter en son sein des tonnes de marchandises, voilà la merveilleuse affaire. L'avènement du cheval à vapeur provoque quantité de révolutions sur son passage. La chute n'y échappe pas. Pour nous, dans ce temps-là, c'était un des lieux les plus importants de la chute. Puis moi, je demeurais à peu près à 400-500 pieds de la gare. Mes enfants, quand ils sont devenus en âge, on les amenait voir les trains passer. Il n'y avait rien de plus important que le train du soir à 7 heures, qui venait voir, puis regardait ces grosses machines, des grosses roues là, qui arrivaient avec un gros bruit, et puis le bruit de vapeur là, quand il lâchait les gros bruits. Puis là, les enfants étaient tous excités de ça. Puis ils revenaient chez moi, à la maison, puis ils étaient heureux. Donc ça, c'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais, ça. Ben là, mon père me disait que j'avais 2 ans, moi, puis on attendait les trains venir. Je courais pour aller voir par la fenêtre, puis j'étais pas assez grand. Il fallait qu'il me montre pour que je le regarde passer. C'était à ce point-là que j'aimais les trains. Moi, il m'avait fait monter dans une locomotive à vapeur. En avant, là, où c'est que le gars, il conduit tout ça, là, puis le gars qui met le charbon, là. Il m'a fait monter là-dedans, là, puis quand il a ouvert les portes, que j'appelais les portes de l'enfer, là, j'ai eu assez peur. Là. C'était du feu là-dedans, là, parce que c'était gros, ça. Là. Ça avait l'air de l'enfer, puis tu sentais la chaleur sortir de là. Moi, j'ai eu peur, c'est pas des farces, là, j'ai eu peur. J'ai dit, jamais je vais rembarquer dans une locomotive à vapeur, jamais. Mais à la chute, on aimait beaucoup célébrer. Il y avait une fanfare. La fanfare était dans la montagne, dans le kiosque en haut. Il y avait même des cornemuses qui jouaient dans la fanfare. C'est juste vis-à-vis la rue Harriet, l'autre côté de la rivière du Nord. C'est au plus haut sommet. Mon père s'est marié, mon père et ma mère se sont mariés en 1923. Ils sont allés faire leur voyage de noces à Pont-Rouge, pas loin de Québec. Puis lorsqu'ils sont revenus, ils ont eu droit au traitement royal qu'ils faisaient habituellement pour tout le monde. Et puis on les sérénadait pour leur souhaiter la bienvenue à leur retour de voyage de noces. C'était beau. Et puis, transporté par le vent, ça emplissait toute la ville. Hein. Toute la ville entendait la musique de la fanfare vaudoise, si tu veux. Quand on prenait le train le vendredi soir pour revenir à la chute, on comptait toute notre semaine, puis les petites folies que chacun y avait faites dans différents collèges, ou à un ou à l'autre, puis on en mettait un peu pour rendre notre histoire beaucoup plus belle. Puis ça, c'était une belle époque, ça, c'était le fun, parce que tous les étudiants prenaient le train. Je me souviens encore, j'avais peut-être 6-7 ans, puis j'ai dit, quand il va partir, le train, ça va partir bien vite. Mais non, le train à vapeur, c'était... Puis là, la boucane, puis là, je me tenais de même assis dans le siège du train, là. Puis, en tout cas, ça n'a pas parti si vite que ça, là, c'est pas comme un Boeing 747. Mais en tout cas, ça fait que ça a été mes premiers souvenirs. La senteur aussi. La senteur qui se dégageait avec le charbon qui brûlait dans le train. Puis, j'aimais ça. Surtout quand il arrivait le pont, là, là, des fois, il arrêtait là, puis il y avait trop de steam, là. Bien là, il envoyait ça dans la rivière, là, chaque bord, là. C'était blanc, là, de la fumée, là. C'était quelque chose, là. Fait que nous autres, après l'école, là, on venait souvent voir pour le train. En 81, il a passé une annonce dans l'Argenteuil qu'il était pour fêter le centenaire du Canadien Pacifique. Mais pour l'occasion, il y avait un train qui partait d'Ottawa pour Montréal, mais c'était le 1201, qui était le dernier train à vapeur qui a passé à la chute. C'est par un samedi pluvieux, en date du 15 août 1981, que 200 personnes sont venues saluer le retour de la 1201. Le passage de ce train commémoratif
aura permis à plusieurs de rêver à cette belle époque, alors que la locomotive à vapeur était reine et maîtresse des rails en Amérique du Nord. Les découvertes et les avancées techniques et technologiques du 20e siècle transformeront non seulement les moyens de transport, mais aussi la manière dont on effectue le transport de personnes et de marchandises. On est encore avec des équipements qui commencent à être performants, mais on parle de trains relativement courts. Quand on parle de trains de marchandises, c'est parfois 15-20 wagons, rarement plus que ça. Les trains de passagers, la même chose, 4-5 wagons, 4-5 voitures maximum. On est rarement dans des grands trains, puisque la capacité des locomotives est encore relativement limitée. C'est véritablement à partir de la création, entre autres, des usines Angus à Montréal en 1904, qu'on commence à développer une bonne expertise dans le matériel roulant. Angus va faire en sorte qu'on va améliorer de beaucoup la capacité de charge des wagons. Les wagons vont passer de 36 pieds à 40 pieds, de 40 à 50, de 50 à 60, et ce qui fait que maintenant, les wagons de marchandises peuvent facilement prendre le double de la capacité de ce qu'il y avait au siècle dernier. On s'aperçoit qu'à la gare, c'est représentatif d'une ville. Une ville qui avait une économie forte, industrielle, plus développée, bien, c'était pas comme dans un petit village où il y avait simplement 1 ou 2 passagers ou une canisse à lait qui prenaient le train. We were farmers and we put our milk on at the milk stop over there in Beatsac. But my grandfather lived closer to town. He used to take us to Lachute. My father used to pick up milk from all the farmers all along the road. We were about a little over 5 miles from Lachute. And the milk platform wasn't where the station is. It was over on the east side. Each farmer had his own number on the cans, and so we had to sort them all out and set them aside, and then just turn around and do the exact opposite. Load all the full cans onto the freight can, and those things were pretty heavy in those days. Avec le chemin de fer aux portes de Lachute en 1876, une croissance économique et démographique sans précédent précipite le petit village de 650 habitants dans le monde industriel. La population double en 5 ans pour atteindre 2000 personnes au tournant du siècle et près de 5000 habitants en 1930. Or, en 29, on est au cœur de la crise. L'économie ne va pas très bien, mais le Canadien Pacifique reconnaît que s'il veut augmenter sa productivité, il faut aussi qu'il mise dans ces gares où il y a une vitalité économique assez importante. Donc, plusieurs petites villes de taille moyenne vont donc faire l'objet de nouvelles gares. Oh, la gare historique de Lachute, ça a été quelque chose d'assez étonnant la première fois que je l'ai vu parce que, contrairement à beaucoup de gares qui sont très visibles, où on a des espaces fortement dégagés au pourtour et où c'est souvent un élément important comme point d'entrée sur la ville, la gare de Lachute, elle est cachée. Surtout pour une gare de cette importance-là. C'est une gare avec une architecture résolument urbaine, une gare en maçonnerie. Donc, il y a une intention de bien paraître qui est évidente dans ce cas-là. Et donc, c'est toujours un peu étonnant de la découvrir en arrière-cour. Le projet de la gare de Lachute, on va retourner quelques années en arrière, en 1927. On va bâtir une gare identique à celle de Lachute, d'abord à Shawinigan. 2 ans plus tard, on fait celle de Lachute. Et curieusement, le Canadien national trouve la gare tellement efficace qu'il la refait, lui, de son côté, à Shawinigan aussi et à Kapuskasing, dans le nord de l'Ontario. On veut, dans un même édifice, avoir à la fois le logement du chef de gare, la salle d'attente, une salle pour l'express et également une salle suffisamment grande pour mettre de l'entreposage de matériel. Bien, les bâtisses que je me rappelle, à l'entour de la gare, moi, il y avait des entrepôts. Comme en face de Farmer Supply, là, je pense qu'ils débarquaient des colis aussi là, pour là. The freight shed, well, that was the freight shed, and that was a very busy area for freight for everybody in this area. We rented that shed for quite a few years and for our feed business. Farmer Supply across here is our old company. It goes back to 1936. It was founded by my father, Ralph McEwen. Then, of course, when we get into the chainsaw business, I'll tell you, it was really busy then. We had carloads of chainsaws coming in from Vancouver, from industrial engineering. And that was the start of our distribution companies. Le département d'Express,
C'est une autre compagnie à part, mais qui faisait partie du Canadien Pacifique. C'est un monsieur Cleland qui était en charge de ce département-là. Puis il y avait un monsieur Farran qui travaillait pour la livraison des colis puis tout ça. Il y avait une voie d'évitement à côté ici. On voyait des plateformes, des trains plateformes avec des tracteurs, des machines agricoles, que ça allait arrêter ici. Puis il y avait aussi les trains qui allaient chez Ayers. Il y avait une voie d'évitement pour aller chez Ayers. Il y avait une autre voie d'évitement pour aller chez Wilson. Il y avait aussi des voies d'évitement. On avait sur la rue Chatham, qui est principale aujourd'hui, là, dans ces coins-là. Puis il y avait toujours des wagons. Surtout quand la laine arrivait de l'Australie puis de Nouvelle-Zélande, pour Ayers de méthode, ça arrivait des wagons complets, des trains complets qui amenaient ça à l'usine. We used to bring in all the wool from Australia, New Zealand, stuff like that. So those freight cars would come into the chute here. They'd put them off on the siding, and eventually another train or engine would hook onto it and bring it right down into Ayers Yard. À part de ça, les fruits et légumes arrivaient des États-Unis. On avait des entrepôts ici à la chute. Un monsieur Lorrain qui avait un gros entrepôt de fruits et légumes. Il y avait du mets, le charbon du mets, là, c'était avant le coke, là. Fait que, les autres appelaient ça le clos à charbon aussi, là. Fait que je me souviens de ça aussi, là. Justement, à cette porte-ci, quand on rentrait, il y avait un grand banc là, avec un mur. Il y avait toujours de merveilleuses grandes affiches au mur. On voyait des belles locomotives à vapeur où ils annonçaient le château Frontenac ou Banff, chose du genre, ou durant l'hiver, le ski. Il y avait toutes sortes d'annonces. C'était des annonces spéciales. Ils n'étaient pas faits comme ceux qu'on voit. C'était bien spécial. Il n'y avait rien dans le sous-sol ici. Je remarque que maintenant, vous avez fait des gros changements au sous-sol, qui est très bien, c'est très beau. Mais ici, il n'y avait rien. C'est juste des fournaises pour chauffer l'édifice, c'est tout. Un petit escalier là de bord pour descendre en bas à la chambre aux fournaises. Je me souviens, je descendais là avec mon père quand il allait mettre du charbon dans la fournaise en hiver. Il faisait peur. Ah, il faisait peur là-dedans. Ça avait noir. Ça avait l'air d'un donjon, là, tu sais. On restait pas là tout seul. Les grands bancs qu'il y avait, là, c'est... On a joué à cachette souvent. Oui, on se faufilait entre les barreaux. On était petits dans ce temps-là, puis on se faufilait entre les barreaux. Puis ils étaient longs, les bancs, là. Puis on n'était pas gros, ça fait qu'on pouvait jouer à cachette le soir. Le temps qu'il faisait sa paperasse, là, nous autres, on jouait à cachette partout dans la station. Ça a été bien fun. C'était une belle période. On se cachait dans la boîte téléphonique, il y avait dans le coin, là, de bord. Là. Puis il y avait des casiers aussi, des petits lockers. On pouvait rentrer dans le casier puis se cacher dedans. Ouais, c'était bien fun. Moi, je cherchais la balance. Moi, il y a eu une grosse balance à sous-noir, là. Moi, à tous les fois que je me mettais les pieds ici, moi, je demandais à mon père, donne-moi une scène, je vais aller me peser. C'était juste pour le kick, là, de voir la grosse aiguille partir. Elle n'allait pas bien loin de ce temps-là, j'étais pas bien pesant. Mais quand même, tu sais. It was a beautifully kept station, always clean. And I remember the marble floors, which I'm glad to see today, are still here, and the fountain. And the ticket booth, it brings back a lot of memories of just being a child and going in the train station. The factory's large and sound of mill will wake in the silence long so still. Farmers, mechanics, and merchant too will have as much as they all can do. Here at the chutes at the cold North Streams, as pretty as a place as you ever seen. Avant la construction de la première gare, un agent de chemin de fer vendait les billets de train et s'occupait des affaires de la compagnie à même un wagon de transport. Il arrivait à la chute avec le train du matin en provenance de Montréal et repartait en fin de journée lorsque 16 heures sonnaient. Le premier agent de cette gare ambulante était nul autre que Phileas Monette. Il est nommé chef de gare à la chute et demeure en poste jusqu'à sa retraite en 1918. La vieille gare de bois sera démolie le 29 décembre 1929. La gare est un lieu de passage, inspirant, accueillant, parfois chargé d'émotions à fleur de peau, en d'autres cas si calme et si tranquille que le temps semble s'y être arrêté.
Un lieu d'un au revoir déchirant, un lieu d'un retour émouvant qui en inspira plus d'un. Un lieu de souvenir pour ces enfants qui ont grandi. Un lieu de mémoire pour ces pères qui ont donné leur vie au chemin de fer. Le métier de chef de gare est aussi vieux que le train. Des hommes comme Phileas Monette, Paul-Émile Labelle et Henri Larche ont gravi les échelons du Canadien Pacifique pour accéder au poste tant convoité de chef de gare. Dès lors, ils ont assuré, tel un chef d'orchestre, le bon fonctionnement de la gare de Lachute. La définition de tâche du chef de gare est de superviser l'ensemble des activités qui ont lieu dans la gare. Coordination des différents agents, respect des horaires de train, information des usagers en temps réel. Il accueille les voyageurs et les oriente. Il veille à l'équilibre du budget de la gare et participe à la valorisation de son chiffre d'affaires. Le chef de gare est apprécié de tous et reconnu pour son service à la communauté. Quand mon père a eu à la chute ici, c'était les années à peu près 45, 44, 45, j'avais 4 ans. Bon. À la chute, je remplaçais l'été, les vacances, puis quand il y avait de la maladie. Il y a des gens, des fois, comme mon père ou M. Lache, s'il y avait la grippe ou quoi que ce soit, moi, je les remplaçais. Ça durait des fois le temps. Là. Puis l'été, mais M. Lache avait 1 mois de vacances, mon père aussi, ça fait que je passais l'été à remplacer pas mal de temps ici, là, à la chute. Là, fait que j'en avais pour l'été. C'était presque une vocation pour nous, les frères Labelle, de travailler au Canadien Pacifique. Moi, c'était la relève de Claude et Marcel. C'était comme une suite logique. C'était à mon tour, eux autres étaient rendus trop vieux, puis c'est moi qui livrais les télégrammes. Quand j'ai commencé pour le CP Télécom, moi, les plus vieux installateurs là, de câbles là, et tout ça, des garçons d'Henri Larche, toi? Ah oui, tu viens de la chute? Il y en a qui le connaissaient, mon père. Vous savez que mon père avait des bons contacts là-bas. C'est comme ça qu'il est rentré aussi. Là. Mais il voulait que je prenne sa relève comme chef de gare. Mais dans ce temps-là, les chefs de gare, quand ils commençaient à éliminer, fermer les gares. Puis j'ai tout le temps aimé les trains. Ça fait il y avait un bon chum, qu'on dit à Gare Jean Talon, il l'avait appelé. J'ai rentré dedans. C'est là j'ai fait 32 ans de chez nous. Belle expérience. Il a aidé à Christian à rentrer là, puis moi, il m'a découragé quand j'ai voulu aller là. Ah oui, il dit, si tu t'en vas au chemin de fer, tu vas voir, mais tu commences, là, tu vas travailler la nuit, puis les fins de semaine, puis tu rappelles, puis tu vas trouver ça dur, tu ne pourrais pas aller voir ta blonde, puis ça finissait plus. Puis j'ai fait compte, il m'a convaincu, puis pourtant, moi, les trains, là, ces deux-là, ils savent, là. S'il y en a un qui avait ça dans le sang, c'était bien moi. Moi, ma période a été bien courte. Moi, je n'ai pas fait le chemin de fer. J'ai dit, moi, non, moi, j'ai été le mouton noir. J'ai dit, moi, je travaille pas pour le chemin de fer. Fait que j'en ai pas fait. Mais moi, j'étais probablement un des plus nuls qui a passé au Canadien Pacifique parce que, premièrement, je n'aimais pas ça. Alors, j'ai été forcé à travailler au Canadien Pacifique, mais j'étais d'une nullité incroyable. Là, il m'est venu en mémoire un vieux film où il y avait 2 wagons ou 2 trains qui se heurtaient, puis il y avait eu, je pense, au-dessus de 80 morts. J'ai dit non. Moi, je ne travaillerai pas ici pour être responsable d'une tragédie de la sorte. Mr. Larche always had on a shirt and tie, and he was a very special man, Henry Larche. And the whole family were very nice people. It wasn't money, it was their heart was in it, and they were very special people, and especially Henry was just so. Il y avait une femme qui, quand elle venait ici, là, elle flirtait à Barouette. Puis je me souviens pas trop de l'histoire. Je sais pas, il a toujours dit ça. Du moins, j'étais bien populaire quand je vendais des billets. J'avais des femmes, il agaçait ma mère, il dit, les femmes sont toujours après moi, tu sais. I'm sure in his time he must have made a lot of friends, and he was very polite and with the money too. And he seemed to work behind something, and I can remember the telegram machine. It was very old-fashioned, big, clumsy-looking machine. Write on a telegraph blank, and your words appear by modern magic on paper thousands of miles away. Yes, it is hard to realize that a century has passed since Samuel Morse invented the telegraph in 1844.
C'était le télégraphe, le bon fonctionnement des trains, des ordres de train, la vente des billets, tout ce qui avait rapport avec le transport, des passagers puis du freight. Bon, ben mon père, moi, comme dit, il a passé sa vie pour le chemin de fer. Lui, c'était un homme de chemin de fer. Puis le télégraphe, c'était, je pense, son point le plus fort. Parce que c'est pas tout le monde qui avait l'oreille à ça, mais lui, il avait l'oreille. Nous autres, on comprenait rien ce qu'il disait. La seule affaire qu'on pouvait faire, c'est tic-tic-toc, puis c'était fini, puis ça voulait dire aucune idée. Mais lui, il comprenait tout ce qui se disait, puis il était reconnu pour ça, par exemple. Ça, le télégraphe, tu l'as ou tu l'as pas, c'est une question d'oreille. C'est comme un groupe de musique. Mais c'est pas tout le monde qui était capable d'apprendre ça. Moi, je l'étais pas, en tout cas, doué pour apprendre ça. Fait que moi, je l'avais, ça fait qu'à 12 ans, je pouvais envoyer un télégramme. C'était du morse de chemin de fer qu'il appelait. Ça jouait entre 50 et 60 télégrammes par jour. La plupart des gens ne venaient pas y chercher ici. C'était délivré par des messagers. Messagers, là, je l'ai fait, mes frères l'ont fait aussi. C'était délivré chez eux, puis avec une signature comme quoi qu'ils l'avaient reçu. I worked at Ayers, and Henry Larsh used to call us and say, I have a telegram. So you would put your paper in the typewriter and type what he gave you, because he used to phone them in, the telegrams. And then we would, in turn, type up what we wanted and call him, because there was no faxes or anything in those days. Il livrait des messages chaque jour, 3 fois par jour. Le midi, j'allais dîner à la maison. Là, je me dépêchais, j'allais à la gare, je prenais les messages. Si j'avais le temps, je les livrais. Et après l'école à 4 heures et le soir à 7 heures. Et toujours avec l'aide de mon père. Mais déjà, dans les années 60, 62, j'étais télégraphiste. Si tu avais, disons que tu étais à Gatineau, avec un exemple, puis que tu étais pris, ton auto était brisé, puis tu avais besoin de 50 là, tu sais, là. Fait que là, tu allais à la station, puis là, mais tu demandais à l'opérateur, est-ce que je peux... lui, tu avais téléphoné à tes parents. Fait que là, tes parents, là, tu leur dis, tu es en difficulté, tu as besoin d'un montant d'argent. Fait qu'eux autres, là, ils venaient à la chute ici, ils allaient voir l'opérateur, puis là, bien, il leur disait, ça coûtait, ils vous envoyaient 50 $. Ça fait que ça coûtait des frais d'administration, c'est sûr. Mais il envoyait ça à l'opérateur à Gatineau, que lui attendait dans la salle d'attente, là, que ça arrive, c'était pas long, c'était une question de 5-10 minutes, il l'avait. Là, avec une petite preuve d'identité, mais il recevait ce montant-là. Fait que c'était ça qui était la carte de débit, ancienne carte de débit. C'était ça. Parce qu'il y avait des gens qui envoyaient des messages aussi. Fait que le samedi matin, on partait, mon père et moi, et en auto, on allait voir les gens et on collectait. C'était la journée qu'on ramassait des sous le samedi matin. C'était les moyens dans le temps d'avertir les gens qui leur paiement était dû. Il y avait toutes sortes de télégrammes. Moi, c'est comme je te disais, celui que j'obtiens encore dans ma tête, c'est celui que j'ai livré au Salon Ménard. J'avais livré un message comme quoi de sympathie et le monsieur n'était pas décédé. Et là, Roland Ménard, il m'attendait au salon, il avait tellement ri, puis c'était un de ses meilleurs amis. Il dit « Je vais le prendre », puis il m'avait donné 2 piastres de pourboire. Il était tellement content de pouvoir aller voir son ami puis lui montrer le message de sympathie. When my brother was killed in 1961, they phoned our home, and my father wasn't there. He was at Weldon's garage. So we told them he was at Weldon's, and Mr. Larsh or someone from CP brought the telegram up to the garage to say that my brother had been killed. So I guess it was good news and bad news spread by telegram in those days. Là, c'était un gars de chemin de fer, mon père. Le chemin de fer, c'était sa vie. Puis lui, il voulait qu'il y ait du succès à la chute, le chemin de fer. Je suis bien content qu'ils n'ont pas démoli la gare, parce que ça, c'est... Moi, quand je viens à la chute et que je vois la gare, je pense à mon père tout de suite.
Le samedi 14 novembre 1981, le dernier train de passagers de Via Rail quitte la chute à 19h32 en direction d'Ottawa pour ne plus jamais y revenir. Henri Larche avait déjà remballé ses effets personnels la veille après 45 années de service au Canadien Pacifique. C'est avec tristesse et incompréhension que les gens de la chute ont reçu la décision du ministre des Transports de l'époque, M. Jean-Luc Pépin. Près de 20% du trafic de Via Rail est définitivement interrompu à l'automne 1981. La chute, à cause de ces entreprises industrielles, ont toujours fourni un bon volume à cette ligne-là, et ça jusqu'en dans les années 60. Avant, il y a eu une compétition très importante avec le camionnage qui s'est développé avec l'amélioration du réseau routier. N'oubliez pas qu'avant 1947, nos routes ne sont pas déneigées l'hiver. Donc le train a le monopole absolu. C'est avec l'arrivée du déneigement des chemins, le développement technologique des camions, leur capacité d'avoir le plus de charge, que la compétition va s'installer dans les années 50. Et vraiment, on le voit à partir des années début 70, on voit vraiment un déclin significatif du chemin de fer. Et il ne faudra pas se surprendre que la ligne, d'abord, on va abandonner le service de passagers, puis par la suite, bien, aujourd'hui, on a encore un service de marchandises, mais qui est quand même relativement limité. Au début des années 80, quand la gare a fermé, c'était un événement quand même d'une grande tristesse pour la ville, parce que la gare était quand même l'histoire. La ville de La Chute s'est développée autour de cette gare-là, et il n'y a pas personne de mon âge qui ne l'a jamais utilisée. L'article que j'ai écrit, c'était sur le passage du dernier train ici à La Chute. Je ne pouvais pas même croire que ça fait déjà 30 ans que j'ai écrit cet article, et même j'avais oublié que j'avais écrit cet article. Peut-être à l'âge de 9 ans, je n'avais pas tout à fait compris que c'était vraiment le dernier train à passer dans La Chute. We just took it because I felt the children would never have that opportunity again to take a train. And you know, so many children today have never ridden on a train. So I was talking to my daughter this morning about it, and she said, "Oh, I remember that, Mom." She said, going on the train, and we were so excited to think that that was the last train that would ever leave Lachute to go to Ottawa, and we were all on the train together. Yeah. Bien, nous autres, on n'y croyait pas au départ, parce que ça a été quand même... ça a commencé par des rumeurs, puis je me souviens qu'on disait, voyons donc, on en a besoin, puis c'est important. Je pense qu'il y avait une certaine tristesse parmi les gens qui étaient là la dernière journée. Et puis, quand la gare a fermé comme telle, j'en parle, puis je deviens encore émue. Alors, quand c'est arrivé, ça nous a donné un coup de poing en pleine figure. J'ai l'impression que on comprenait vraiment pas, les gens utilisaient le train. On sait, par exemple, que le réseau ferroviaire canadien a connu un développement optimal autour des années 1930. Et même déjà dans les années 1920, on assiste aux premiers abandons de tronçons ferroviaires. Parce que, évidemment, à l'époque, il était très important pour les villes, pour les villages, d'être situés sur un corridor ferroviaire. Et à défaut, on se donnait les moyens d'avoir une bretelle ferroviaire pour ne pas être laissé pour compte. D'abord, il faut savoir qu'en 1977, le gouvernement va faire une société d'État qu'on appelle Via Rail Canada, en prenant les trains de passagers du Canadien Pacifique et du Canadien National et en les mettant sous la même entité administrative. On avait beaucoup négligé de renouveler le matériel roulant des voitures de passagers. On l'avait fait pour le Canadian dans l'Ouest, pour relier le train Montréal-Vancouver pour en faire des trains touristiques, mais les trains locaux qui passaient étaient véritablement désuets. Du côté de La Chute, on avait surtout des autorails, ce que communément on appelait des BOD, fabriqués par la compagnie BOD, des modèles RDC, qui étaient finalement que des espèces de grands tramways qui permettaient de transporter des gens plus efficacement à moindre coût, oui, sûrement, mais la flotte commençait quand même à être vieille. On parlait déjà d'un modèle de 1954 qui roulait en 1981 au moment de l'abolition du service de passagers. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Via Rail réalise que la demande, ce n'est pas pour desservir les petites villes et les villages, mais pour desservir les intercités. Montréal, Québec, Ottawa, Toronto. Le corridor qu'on appelle Québec-Windsor devient la priorité. Et si on veut donner un bon service, il faut du beau matériel roulant.
Il fallait donc à ce moment-là réduire de 20 les coûts d'exploitation de VIA pour permettre d'acheter ces équipements qu'on va appeler les LRC, pour léger, rapide, confortable, dans le corridor Québec-Windsor. Donc, malheureusement, une région comme les Laurentides, l'Outaouais, vont perdre leur service. Donc, on va abolir en 81 le petit train du Nord, la ligne qui fait Montréal-La Chute-Ottawa et ainsi que plusieurs autres petites lignes jugées non rentables à travers le pays. Tout a changé par après. Même si les gens emploient beaucoup l'automobile, ils ont enlevé quelque chose de très, très important dans la région. On a vu venir ça dans les années 70, 75. Il y avait une espèce de déclin par rapport au transport routier, les fameux containers là, qui ont fait leur apparition. Puis ça a été le commencement de la fin pour le Canadien Pacifique. Mon père, ça y a fait mal. Moi, je sais que ça y a fait mal. C'était sa vie, comme on a dit, c'était sa vie, le chemin de fer. Puis quand il a quitté, il était forcé de quitter, il avait 62 ans, mais je suis convaincu, lui, que si ça avait continué, il aurait continué jusqu'à la limite. C'est justement la porte que M. Larche avait fermée pour la dernière fois, et puis on a pris une photo avec lui à côté de la porte, mais c'était évident que c'était pas juste un travail pour lui, mais un amour. Puis moi, ce qui m'avait fait mal cette journée-là, c'est quand ils ont fermé la gare et qu'ils ont pris la fameuse photo, il n'y avait pas un représentant du CP qui est venu. Il n'y en a pas un qui est venu. Supposément qu'il y avait eu un déraillement la veille, puis ils étaient tous sur les lieux. Ce qui paraîtrait que c'était vrai, là. Je peux pas... même quand même, il me semble, tu sais. Il me l'a dit à moi que ça y avait fait mal un peu de voir que des gens avec qui il a travaillé, juste par radio, pendant tellement d'années, je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Quand on avait annoncé le dernier train, et j'étais sorti, moi, on demeurait sur la rue Lafleur, ici, là, à l'époque. Puis j'ai sorti et je me suis placé pas loin pour regarder ce fameux dernier train. Puis quand il a sifflé ici, pas loin, j'entendais « Adieu, Paul-Émile ». Ça me faisait étrange. J'entendais « Adieu, Paul-Émile », moi aussi, je m'en vais mourir. J'ai associé ces deux choses-là ensemble. Puis ça a été un peu comme fermer le grand livre en ce qui nous concerne, nous. Le dernier train venait de passer. Mon père était décédé quelques mois auparavant. Ça a été assez spécial, oui. J'ai surtout trouvé difficile le fait que quand les graffitis ont apparu et qu'il y a eu, ils ont fermé avec des morceaux de bois, là, j'ai trouvé ça assez difficile. Puis je voyais ça, puis ça me faisait vraiment de quoi. Quand ils ont commencé à barricader la gare, ça a fait, ça te touche, tu sais, ça te touche parce que moi, là, j'ai vécu là-dedans longtemps. Au chemin de fer, j'ai été 16-17 ans. Puis j'ai eu des bons moments d'installation, surtout à la chute, tu sais. Fait que quand j'ai vu toutes ces choses-là, ça te fait mal comme quelqu'un d'une compagnie qui a mis du cœur là-dedans, de l'ouvrage. C'est à peu près normal, là, tu sais, là, que ça te fait de quoi, tu sais. Bien, évidemment, 5-6 ans passés, c'est sûr qu'on passait à côté de la gare, puis on a même mieux regardé de l'autre côté. Parce que de ce côté-ci, c'était vraiment pas beau. On était excessivement malheureux de voir qu'il n'y avait rien ici. C'était fermé. C'est comme s'il y avait un deuil, là. Il y a des années que je venais, moi, là, puis les fenêtres, c'était tout barricadé avec des feuilles de plywood. J'ai dit, ça fait dur, ça. Mon père qui a donné 45 ans là-dedans, puis il me semble que sa gare, c'était pas drôle, sa gare. Un papier qui traînait, il n'y avait rien qui traînait, c'était pas croyable. Il fallait que ça soit propre. Des fois, je passais pas dans la rue parce que j'étais pas capable de voir ça. C'était comme une grosse plaie, là. Mais c'est en même temps, c'est comme la gare criait « Non, sauvez-moi! Sauvez-moi! Je vous attends! Sauvez-moi! Faites quelque chose, s'il vous plaît! » Au printemps de 1991, un comité de citoyens de la ville de La Chute entame des procédures pour empêcher la démolition de la gare abandonnée du Canadien Pacifique. Leur action citoyenne aura permis de sauvegarder l'édifice de la rue Berry. Il y a eu une parution dans le journal
comme quoi que CP avait le droit de démolir la gare pour X nombre de raisons. Et puis moi, ça a fait comme non, ils démoliront pas ma gare. Et il y a des mouvements qui se sont créés un peu partout, parce qu'à beaucoup d'endroits, dans les petits villages, dans les petites villes, la gare, c'est un bâtiment important. C'est un bâtiment qui est étroitement lié à l'image de la ville, à l'histoire de la ville. Ce sont des villes qui se sont souvent développées en raison du déploiement du réseau ferroviaire. Donc, il y avait là un enjeu important et les gens se sont mis à faire des démarches, ce qui a obligé, d'une certaine manière, le gouvernement fédéral à assumer ses responsabilités comme organisme responsable du transport à l'échelle canadienne. Et on a commencé à désigner des gares. Et il y a eu des cas célèbres, la gare Windsor, entre autres, qui a été menacée de démolition. C'est une des plus importantes gares ferroviaires du Canada. Et les gens ont gagné contre le Canadien Pacifique et le gouvernement fédéral a obligé le Canadien Pacifique, en quelque sorte, à revoir ses projets sur la gare Windsor. Et c'est comme ça qu'on l'a préservé. Et ça a donné un peu le momentum à tout ce mouvement de demande sociale, en quelque sorte, de demande des populations de préserver les gares. Alors, dès qu'il est paru dans le journal local, comme quoi le CP voulait démolir la gare, qui avait écrit un article comme quoi il y aurait une réunion pour les personnes intéressées à la bibliothèque de la Chute, qui, à ce moment-là, était à l'école élémentaire anglaise. Alors, je suis allé à cette réunion-là, et à partir de cette réunion-là, il y a eu un comité de formé pour la sauvegarde de la gare. Pour ce qui est du comité, nécessairement, il y avait Michel Bourgon, Pierre Chénier, Bill McCamey, Lucille et moi, qui étaient, je dirais, le comité de base. On a réussi à décider, à sensibiliser nos élus à l'importance de la sauvegarde de la gare. Il y a eu une levée de fonds qui a été faite pour faire une étude sur les coûts pour mettre à point la gare à ce moment-là. Je pense que la première réaction d'un élu municipal, si on lui demande de dépenser de l'argent, c'est de nous demander de le justifier. Je pense qu'on a travaillé fort pour le justifier. Mais c'était comme, non, on veut garder cette gare-là, écoutez-nous. Puis une autre lettre, écoutez-nous, on veut la garder, la gare. Alors, je pense qu'on était un comité on n'était pas nombreux sur le comité, mais on était déterminés de la garder. À partir du moment, comme dit Lucille, on n'a pas lâché, là, et puis la collaboration a été bonne de la part des élus. On est allé jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on reçoive le papier, on l'a. Donc, ce comité-là a joué un rôle de premier plan, de sensibilisation. La Ville de la Chute a joué un rôle aussi névralgique parce que lorsque la Ville de la Chute, avec M. Maillet en tête, ont décidé de se porter acquéreur de la gare, c'était principalement pour éviter que la gare tombe sous le pic des démolisseurs. Bien, ça fait 25 ans que je suis au conseil municipal et la gare ainsi que le bâtiment de la MRC d'Argenteuse sont parmi, je pense, les belles réalisations que j'ai eues à réaliser. C'était des projets qui ont été difficiles. Hein? La gare ici, d'abord, nous, on l'a fait citer bâtiment patrimonial. On a été chercher des subventions, on a mis de l'argent sur la gare pour la maintenir en état. On l'a mis à différentes occasions un peu à l'enchère, ce qu'on voulait. Tu sais, on a pensé ici, par exemple, mettre un restaurant. On a même pensé faire ce qu'on appelle on dit en bon québécois des crottes de fromage, une mini-fromagerie avec une mini-brasserie pour faire une terrasse. On voulait faire de la gare quelque chose qui était attractif pour le centre-ville. In fact, I had thoughts about this station, owning the property over here, and we own the property along the tracks here. I don't mind telling you that I wanted one day to come up from Main Street and go under the tracks and do a small shopping center here. And this would have made a great restaurant or a great area. But it stayed many, many years, and then they decided to do this. So it's nice to see it being used anyway. Le processus de conservation, quand on a fait nommer le bâtiment historique, les seules obligations qu'on a eues, malheureusement, c'était un petit peu des obligations qui étaient... on nous a demandé de tenter de garder le patrimoine extérieur de la bâtisse. Mais à l'intérieur, on aurait pu, dans le fond, tout décaper. On n'avait aucune obligation à l'intérieur. Ce n'était pas nécessairement notre volonté.
Les projets de sauvegarde des gares sont très, très souvent animés par un projet collectif. C'est-à-dire que c'est un bâtiment à caractère public et en règle générale, les gens souhaitent que la gare conserve son caractère public. Et avec les années, bon, on n'a pas trouvé, on a bénéficié de subventions, on a mis 200 000 sur le bâtiment pour le maintenir en état. Alors, à ce moment-là, la MRC a approché la ville de La Chute pour voir si la ville avait un intérêt à vendre la gare. Ma carrière a levé la main, puis on a regardé d'en faire un projet commun. Je remercie aussi les maires de la MRC. Vous savez que c'est au-delà de 2 millions qui ont été investis dans la gare patrimoniale de La Chute. On dit la gare de La Chute, mais comme je disais, c'est la gare pour l'ensemble du territoire, là. Lorsque les décisions ont été prises, on était 9 maires assis alentour de la table. La solidarité qu'il y avait entre nous était excellente. Il n'y a jamais personne qui a voulu déroger de ce qui était présenté. Avant de construire à neuf, le Conseil des maires en a fait un enjeu de voir est-ce qu'il n'y a pas des édifices, des bâtiments dans la MRC qui pourraient être sauvés et restaurés. Si on restaurait la gare, ça serait un plus premièrement pour avoir les locaux qui appartenaient à la MRC et aussi pour la ville de La Chute. On venait sauver un bâtiment patrimonial. Le fait que ce soit la MRC qui est propriétaire, bien, ça permet de maintenir une vocation publique, institutionnelle, où la population a accès à ce joyau patrimonial-là qui a marqué l'histoire économique et sociale, non seulement de La Chute, mais d'Argenteuil au grand complet. Évidemment, dans un contexte où on doit prendre des décisions, on ne peut pas tout conserver, il faut faire des choix, mais où on accueille cette demande-là et on l'intègre dans les processus décisionnels. Et là, à ce moment-là, on a souvent des succès parce que toutes les forces convergent. Les acteurs ont des intérêts communs. Il y a toujours, évidemment, une partie de négociation, une partie de compromis, mais au moins, il y a un intérêt commun. Là, on ne part pas en se braquant d'entrée de jeu. Ça facilite beaucoup, beaucoup les projets. Et la plupart des belles réussites se réalisent dans ce genre de contexte-là. C'est là que de 2007 à 2009, un grand travail que j'appellerais la traversée du désert s'est fait. En devenant propriétaire de la bâtisse en 2007, pour la symbolique somme de 1 $, la MRC d'Argenteuil se positionne en maître d'œuvre de la conservation du patrimoine bâti sur son territoire. L'objectif étant de restaurer la gare historique tout en lui conférant un espace d'utilité publique. Lorsqu'on a entré pour les premières fois dans la gare avant la restauration, il y avait des éléments qui nous rappelaient des beaux souvenirs. Exemple que la fontaine en porcelaine est résistée au passage du temps. Ça, c'est assez remarquable. Et pour nous, ça, c'est un élément symbolique fort de sauvegarder, de mettre en valeur et de la rendre encore fonctionnelle, la fontaine. Si on se rappelle les gares, à cette époque-là, il n'y avait aucun aménagement paysager autour d'une gare. C'était de la voie ferrée, de la garnotte, puis de l'asphalte. L'aspect du quai qu'on voit, ça ressemble, quoique le quai à l'époque était plus près de la voie ferrée. Il y avait des choses qui étaient obligatoires, par exemple les clôtures. À cause de la compagnie ferroviaire, ils ont exigé une clôture. On s'est arrangé pour faire un choix de clôture qui avait du sens, puis on l'a meublé d'un petit peu de verdure. On a trouvé des choses intéressantes, je pense, qui servent à la communauté. Transport adapté et collectif, c'est quelque chose de bien pour nous. Le bureau d'information touristique est excessivement bien situé, amène des gens dans le centre-ville. Et le CLD, naturellement, de bénéficier d'une belle bâtisse comme ça. Alors, tout le monde il tire son épingle du jeu. Animé par cette volonté de conserver les aspects d'origine de la vieille gare de briques, la MRC d'Argenteuil a tenu à ce que l'édifice soit adapté à la nouvelle vision écologiquement responsable des édifices gouvernementaux. J'ose croire que dans le cas de La Chute en particulier, la perte de l'église Saint-Julien aurait été un déclencheur. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu de grands enjeux en matière de patrimoine. On était préoccupés parce qu'il y a certains bâtiments qui étaient menacés, l'ancien bureau d'enregistrement qui était plutôt en mauvais état, occupé par un corps public, donc on se disait il y a sûrement quelque chose qui va être fait de ce côté-là. Sur la rue principale, bon, évidemment, on avait subi un peu le même genre de préjudice qu'un peu partout, des mauvaises rénovations, des insertions d'un goût douteux, mais il n'y avait pas d'enjeu majeur. On n'a pas pu conserver l'église Saint-Julien, mais par contre, la ville est en train de regarder un projet pour conserver une autre église sur le territoire, qui est un autre patrimoine, un joyau qui se situe dans le centre-ville. Alors, tout ça fait en sorte qu'on va avoir
laisser une certaine marque et on va avoir donné l'obligation aux gens qui nous suivent, qui nous succéderont, de maintenir ce beau patrimoine lachutois et argenteuillois, parce que la gare de la Chute a desservi l'ensemble d'un territoire, là, pas juste la communauté lachutoise. Le branding d'Argenteuil passe aussi beaucoup, selon moi, par son patrimoine bâti, patrimoine industriel, patrimoine religieux, patrimoine institutionnel. Et moi, je pense que c'est un devoir de le faire pour les générations futures. Moi, ça me touche beaucoup parce qu'à l'intérieur, on dirait qu'il y a une odeur encore de gare. Mais je suis très heureuse de voir que la gare fonctionne aujourd'hui. Puis là, je passe avec une fierté. Honnêtement, je suis très content parce que là, je réalise que même mes enfants, j'en ai un, Jean-Luc, a 35 ans, l'autre a 32 ans, il n'a jamais mis pied ici. Parce que la gare a fermé en 81, je crois. Ça fait 30 ans. Donc, les enfants qui ont 30 ans et moins, ils ne connaissent pas ça ici, là. Il est quand même incroyable de réaliser qu'à travers toute cette histoire de la gare du Canadien Pacifique, qui remonte à 1929 et qui se poursuit depuis la fermeture, des graffitis aux actes de vandalisme jusqu'à la restauration du bâtiment, que la fontaine d'eau soit restée debout et fonctionnelle. Comme il est raconté dans la légende de la source qui ne s'attarit jamais, les générations passées s'y sont abreuvées, les enfants d'aujourd'hui et de demain continueront de s'y désaltérer en rêvant à l'épopée formidable du chemin de fer à la Chute. C'est notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est notre identité, c'est notre signature. The factory's large and sound of mill will waken the silence long so still. Farmers, mechanics, and merchant too will have as much as they all can do. Here at the chutes at the cold North Stream, as pretty as a place as you ever seen. Puff, puff, puff comes the engine on the tracks. The rate cars